Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le 24 avril 2024, on est le mercredi, voilà. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, ce matin dans l'émission, elle est dédiée tout simplement à l'entrepreneuriat, un choix de vie de plus en plus répandu dans notre société contemporaine. Pour en parler sur le plateau, Madame Louisa Biskri, elle est entrepreneure, elle a sa propre boîte de communication. Pourquoi elle a choisi l'entrepreneuriat au lieu du salariat? Elle va nous le dire pendant l'émission, elle est là en tant que témoin. Avec nous sur le plateau aussi, Madame Ibtissam Boussiri, elle est sociologue, elle nous parlera de la mutation de la société par rapport à ce domaine. Et pour finir, Madame Wissem Boudoumi, elle est conseillère au ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Elle nous parlera des facilitations mises en place. Pour la deuxième partie, c'est avec Samira Hadjamar, c'est sa rubrique pêle-mêle. Elle nous parlera de plateformes lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur pour aider les jeunes universitaires. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat, le choix audacieux qui mise sur l'innovation et la liberté d'action, préférant tracer sa propre voie plutôt que de suivre les sentiers balisés du salariat. Cette évolution sociétale résonne particulièrement auprès des plus jeunes. Quelles sont les mesures et les facilitations mises en place pour encourager et soutenir les jeunes et les jeunes universitaires dans cette démarche entrepreneuriale? Nous en parlons aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et comme vous le savez, vous pouvez vous aussi participer à cette émission, tout simplement en nous appelant, nous posant vos questions et témoignant au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Louisa Biskri. Vous êtes entrepreneur d'une boîte de communication de réalisation, vous êtes réalisatrice aussi. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aussi. Alors avec nous aussi Madame Ibtissam Boussiri, vous êtes sociologue. Bonjour. Merci pour l'invitation, toujours ravie de me retrouver parmi vous. C'est toujours un plaisir aussi de vous recevoir. Et avec nous aussi Madame Wissem Boudoumi, vous êtes conseillère au ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et de la micro-entreprise. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors le thème du jour est le suivant, génération, start-up, témoignage et perspective. Et on en parle et on commence tout d'abord avec vous, Madame Louisa Biskri. Alors quelles ont été vos motivations principales pour choisir l'entrepreneuriat à la place du salariat? Tout d'abord, je vais parler un peu de mon parcours. Oui. Donc voilà, tout en me présentant, Louisa Biskri, réalisatrice de films d'animation chez Dynamic Art Vision, également gérante de la start-up Évidence. Donc moi, j'ai obtenu mon bac en mathématiques. Initialement, j'ai envisagé de faire de l'astrophysique. D'accord. Puis j'étais passionnée par la physique, effectivement, et je me suis retrouvée en fait orientée vers la mécanique. D'accord. Donc, durant mes études, j'accompagnais souvent mon père sur des plateaux de tournage. Et peu à peu, je me suis rendu compte qu'en fait, ma passion résidait dans l'image et la pratique. Donc, j'étais une femme du terrain, quoi. D'accord. Et en fait, j'ai eu la chance de rejoindre le studio Dynamic Art Vision, qui m'a ouvert pas mal de perspectives, de nouvelles perspectives, en allant de films d'animation 2D, 3D, donc de travailler sur le projet Tales of Africa. Donc vous avez fait ça en parallèle de vos études à l'université? En fait, j'ai suivi ma passion, donc j'ai abandonné mon cursus universitaire parce que j'ai systématiquement su que je voulais faire ça. C'est-à-dire, donc j'ai rejoint Dynamic Art Vision et donc j'ai travaillé sur des projets qui étaient énormissimes, comme Tales of Africa. Donc c'est des films d'animation en 2D, 3D, en passant par des films scientifiques pointus. Et en fait, cette expérience a été une véritable école pour moi. J'ai appris un peu la gestion d'équipe, mais aussi, c'est-à-dire le plus important, c'est-à-dire de me familiariser avec les technologies modernes. Et c'est ainsi que Évidence est née. Donc, elle a pour but un peu de rafraîchir la communication en proposant des technologies modernes telles que l'hologramme, la réalité virtuelle augmentée. Et ce n'est qu'un peu une partie de l'iceberg.
Voilà. Vous vous êtes déjà essayé on va dire, au salariat en quelque sorte. Vous avez travaillé dans une entreprise qui n'était pas la vôtre. Tout à fait, et de dans là, un studio. vous J'ai êtes... fait preuve en fait justement, Oui. donc je me suis impliquée quelque part pendant 2 ans, donc il fallait faire preuve et à ce moment-là, donc on m'a donné la possibilité de gérer le studio. Et en apprenant un peu toutes ces technologies, j'ai pensé à justement créer une start-up en parallèle qui propose en fait ces supports-là de l'image de synthèse. D'accord, très bien. Alors ce que je vous propose, mesdames, tout de suite, c'est de suivre tout d'abord un reportage, c'est un portrait d'une jeune entrepreneur aussi que nous propose notre rédactrice en chef, Farida Belmuslim, et on revient tout de suite après pour en parler encore une fois. Très bien. Préparer son projet de création d'entreprise se traduit par des successions de plusieurs étapes. Choisir le métier que nous aimons, avoir un profil cohérent, disposer de connaissances et d'expériences nécessaires, bref, avoir du talent. L'idée du chocolat, peut-être j'avais une tante, elle faisait du chocolat. J'ai toujours aimé l'ambiance هذيك تاع le chocolat artisanal. كنت نحب نشوف ma tante qu'elle prépare le chocolat, elle faisait le tempérage, l'odeur تاع le chocolat à la maison, c'était magique, c'était beau. Kahina était enseignante dans une école primaire, un métier qu'elle adorait. Mais les circonstances ont fait que Kahina découvre une autre orientation, car au fond d'elle, elle était en quête de sens, du désir d'un travail manuel. C'est là qu'elle a entrepris de suivre une autre passion, le chocolat. J'avais des raisons, j'ai arrêté l'enseignement, c'était juste pour une maternité. Mais après, la période اللي كنت قاعدة فيها في الدار, je voulais faire un truc pour moi. D'accord. Voilà. Alors j'ai commencé à faire des recherches, à acheter des livres qui concernent le chocolat. Je me suis dit, tu as toujours aimé le chocolat, pourquoi pas faire la même chose que ma tante. Après avoir fait son bilan de compétences, elle a nourri son projet et choisi de créer sa future entreprise à partir d'une idée qui lui correspond. Pour elle, la seule façon de se lancer dans cette aventure était de le faire par soi-même. Être artisane chocolatière, c'est aussi être vendeuse, munie de qualités relationnelles, le secret du marketing. J'ai contacté ma tante, elle a accepté de m'aider, de me donner ses recettes et tout, mais elle m'a donné des conseils. Elle m'a donné les secrets du chocolat. J'ai commencé à pratiquer ça à la maison. Son travail consiste principalement à produire des desserts, des friandises chocolatées, travailler cette matière et préparer les pâtes, les garnitures. Un métier qui exige une maîtrise de technique, allant de l'hygiène jusqu'à la décoration. Je connais les principes du chocolat. Pourquoi pas faire une masterclass? تعلمت حاجات بزاف جدد على الشوكولا. Je me suis améliorée le chocolat, les recettes. Pour Kahina, être artisane chocolatière, c'est la magie de transformer les ingrédients et d'être actrice complice de bons moments et de convivialité. Et depuis, petit à petit, بديت ندير les expositions. بداو الناس يعرفوني كتر. Je faisais des dégustations gratuites. Les gens ont aimé les goûts, voilà, le produit تاعي. حليت plusieurs pages sur les réseaux sociaux. بداوني les commandes. خدمت مع des entreprises. Chez elle, on trouve l'amour du métier, beaucoup de passion et bien sûr du chocolat. Au menu, une variété de chocolat artisanal, truffes, bonbons chocolatés, chocolat fourré, l'odeur envoûtante du chocolat qui éveille les papilles. Ça éveille les papilles.
Voilà, de la torture. Voilà, ça éveille les babys, même sans l'odeur. Je vous le dis, rien qu'en regardant les images, on a envie de croquer dedans. Donc, comme on l'a vu pendant le reportage et comme on l'a vu avec vous, l'entourage a une influence quand même sur nous, sur le fait de se lancer dans un domaine ou un autre. Oui, l'entourage a beaucoup d'influence. Maintenant, si on part un peu en arrière, nous, on était plutôt un pays socialiste. Donc, c'était faire des études et aller travailler, même pas dans une entreprise privée, dans une entreprise étatique. C'est la sécurité de l'emploi. Voilà, c'est la sécurité de l'emploi. Donc, en fait, les générations précédentes, c'était un peu, voilà, si on ne travaille pas dans une entreprise étatique, voilà, il n'y a pas la sécurité. Oui. Donc, maintenant, les choses ont changé. Sauf qu'on est passé par plusieurs étapes parce qu'il y a de cela quelques années, celles et ceux qui se mettaient dans l'entrepreneuriat, les jeunes, étaient issus d'une famille d'entrepreneurs ou étaient influencés d'une façon ou d'une autre. Donc on a bien vu la dame ici dans le reportage, elle a été influencée par sa mère. Donc si on veut, c'était beaucoup plus des privilégiés si on veut. Donc ils sont là, ils sont déjà dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est dans l'entrepreneuriat sans forcément être issu d'un milieu entrepreneurial. Et là, on voit une petite différence. Maintenant, il se peut que l'entourage nous encourage, mais il se peut qu'il nous décourage. Mais voilà, les parents ne le font pas exprès, tout simplement parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes entrepreneurs. Ils me disent, mon père, il me dit non, il faut la sécurité, il faut aller travailler dans une entreprise de 8h à 5h. Vous voyez, donc il y a tu assures ta retraite, tu assures ta retraite, s'il se passe quelque etc. chose, tu as l'assurance. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a maintenant des dispositifs qu'on peut très bien avoir l'assurance, avoir toute la protection en étant entrepreneur. Voilà. Donc on voit la différence de génération. Très bien. Et justement, Madame Boudoumi, quelles sont les initiatives concrètes mises en place par le gouvernement pour soutenir les jeunes justement entrepreneurs? Alors nous, comme institution de l'État, notre engagement premier, c'est d'avoir un écosystème favorable à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat en général, et d'encourager et de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc l'État a mis à disposition plusieurs dispositifs. Et on trouve, alors on commence par le fameux dispositif géré par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ANAD. Donc ce dispositif a été créé en 1996. Donc depuis, c'était à peu près ce que vous disiez. C'est le parcours de l'entrepreneur, c'est comment initier les jeunes à entreprendre, etc. Et on a commencé tôt à faire cela. L'ANAD, jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Elle aide financièrement, il y a des avantages fiscaux et autres. Il y a aussi l'accompagnement personnel aux entrepreneurs pour créer leurs entreprises. On trouve aussi un autre dispositif qui est le dispositif géré par l'ANGEM, donc l'Agence nationale de gestion du microcrédit. Et ce dispositif, il a une vocation, on va dire, sociale et économique à la fois. Donc il est là pour encourager la création de la micro-activité. Donc en favorisant aussi l'intégration des personnes qui sont en situation de précarité ou en situation de difficulté financière. Donc ces gens-là, pour les intégrer dans l'économie et avoir, on va dire en quelque sorte, une inclusion financière et sociétale de ces personnes-là. Donc on a mis en place ce dispositif pour un peu ramasser ces gens-là et les faire intégrer dans l'entrepreneuriat avec les petits métiers. Donc ça veut dire l'artisanat, le travail à domicile et l'auto-emploi. Comme pour la personne qu'on a vue dans le reportage. Exactement, et l'auto-emploi. Et on a d'autres dispositifs qui viennent avec les technologies avancées, comme les startups. Donc les startups, c'est une entreprise comme toute autre, mais elle se distingue des sociétés ou des entreprises traditionnelles par le côté technologique. Donc il y a un aspect innovant et elles intègrent les technologies avancées pour trouver des solutions quotidiennes,
de la vie quotidienne. Donc ce dispositif aussi a été accompagné par la création de pépinières et des incubateurs. Et donc les incubateurs aussi, ils sont là pour aider à la création d'entreprises. Donc ils accompagnent l'entrepreneur à créer son entreprise et de passer de l'idée à l'entreprise en fait. Donc, du concept, au concret directement. Au concret directement. Et pour les universitaires aussi. Oui, les universitaires aussi sont concernés par tous ces dispositifs une fois qu'ils ont leur diplôme. Et aussi actuellement avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a lancé l'étudiant entrepreneur. Donc ça veut dire on peut être étudiant et entrepreneur à la fois. Et à la fin des études, vous avez déjà le titre d'entrepreneur et vous avez déjà votre entreprise tout en étant étudiant. Très bien. Oui. Ils sont accompagnés aussi par des incubateurs au sein des universités, etc. Donc ils ont tous les dispositifs en place. On a récemment aussi introduit le statut de l'auto-entrepreneur. Donc c'était introduit en janvier 2024. Et ce dispositif, il intègre en fait les auto-entrepreneurs et les freelanceurs en général. Donc ces personnes-là qui activaient en quelque sorte dans l'informel, parce qu'il n'y avait pas d'ancrage Travailler juridique. en freelance, comme on dit, je suis infographe en freelance ou autre chose, voilà. Exactement. Oui. Et ces gens-là, donc ce dispositif ou ce statut a permis aussi d'intégrer cette tranche de personnes. Et c'est des entrepreneurs, ils sont dans l'auto-emploi, ils sont dans le freelancing. Très bien. Et on les intègre ils sont protégés, oui, bien sûr, c'est tout le monde, ils sont protégés. Sécurité sociale, ils sont intégrés aussi fiscalement, donc ça veut dire il y a une intégration. Ils sont intégrés dans le système, on va dire, officiel. Très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser des questions au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et je voulais revenir justement à vous et à votre témoignage. Alors quels sont les défis les plus marquants que vous avez pu rencontrer pendant votre expérience justement d'entrepreneur ? Vous savez, le lancement d'une entreprise est plein de défis. Exactement. Donc, c'est-à-dire, on a l'impression, quand on commence, on a l'impression que tout ira vite. Mais on se rend compte. À quel âge votre entreprise ? Elle a 2 ans. Très bien. C'est un petit bébé fœtus. Oui, c'est mon bébé. Ça ne se fait pas de demander l'âge d'une femme, mais vous avez quel âge ? Non, je n'ai pas de problème, j'ai 32 ans. Donc, vous avez commencé votre projet à l'âge de 30 ans. Oui, oui, on va dire approximativement. ça. Oui, l'entreprise est née à vos 30 ans. Effectivement. Voilà. Donc, l'idée est venue un peu vers 29 ans, 28 ans, mais justement, il y avait le lancement des startups, et donc ça nous a un peu encouragé de nous lancer. Et comme je disais, le lancement d'une entreprise, c'est plein de défis. On se dit que ça va aller très vite, mais au final, on se rend compte de la réalité. Moi, j'ai un peu eu, c'est-à-dire l'évidence, a eu la chance en fait par exemple, sur le plan financier, d'être soutenue par la ASEF, donc Algerian Startup Fund, qui appartient au ministère des Startups, mais aussi incubé à la NPT, donc l'Agence nationale de la promotion et du développement des parcs technologiques. Et en fait, c'est des partenaires qui sont fiables et précieux dans notre croissance. Et un peu cet écosystème nous permet en fait de chaque jour avancer, de mener notre barque et de se dire qu'on est dans une odyssée, et c'est juste une sensation incroyable. Et ça fait comment de ne pas avoir son patron ? D'être son propre patron ? Écoutez, c'est pas toujours... écoutez, c'est-à-dire qu'on finit très tard nos journées. Oui. On dort avec, on se réveille avec. Parfois, en plein rêve, on fait des calculs, on se réveille comme ça au bout de nuit, on croit qu'on est en retard ou il y a quelque chose. Parce qu'on est passionné aussi par ce qu'on fait. Effectivement, il y a cette fougue, en fait, cette âme qui émane de nous et qui nous permet d'avoir cette énergie, cet élan. Bon, parfois, on a un peu peur, on a des craintes, mais je pense que la persévérance, la constance, le travail dur, nous permet d'avancer doucement. Moi, ce que j'ai appris, c'est-à-dire la patience. Je crois pas avant, je croyais tout avoir comme ça facilement, qu'il fallait juste, c'est-à-dire passer à l'acte et obtenir quelque chose. Mais au final, là, de plus en plus, c'est-à-dire que mon projet m'a aidé à mûrir, à me poser
à me poser les bonnes questions et être beaucoup plus patiente. Et ça, c'est bon aussi pour ma vie personnelle. Oui, parce que quand on se lance, quand on a sa propre entreprise, on se dit, je vais avoir ma propre entreprise, en parenthèse, et tout ça, et j'aurai pas de patron, et je vais réussir tout de suite. Parfois, on a bien envie d'avoir un patron parce qu'il faut prendre des décisions un peu exactement, et de se dire, mais voilà, je pense qu'il faut essayer, il faut c'est-à-dire poursuivre son rêve, même parfois quand on se sent un peu découragé, il arrive. Moi, mes parents, je les ai... Je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien. Ma famille aussi intégralement. Mais je reviens sur un point essentiel. Quand on a aussi un ministère qui est avec toute son équipe qui est bienveillant et toute l'équipe qui est bienveillante et qui est attentive, toute l'équipe, ça c'est très important aussi. Est-ce que vous avez des employés? Oui, j'en ai des employés, pas beaucoup, 2, 3. C'est-à-dire qu'on apprend, ça c'est aussi important. Au début, on n'a pas réellement les moyens, et ce qui fait que on doit porter pas mal de casquettes. Et au final, on se rend compte au bout de l'année, quand on fait le bilan, qu'on a appris pas mal de choses. Et ça, c'est important, quoi. Et les relations avec les employés, justement, comment que ça se passe quand je ne fais pas le patron. Voilà. Non, je ne fais pas le patron parce que moi, je pense que c'est... il me donne, je reçois d'eux, si je peux leur offrir ce que je peux, voilà. Il n'y a pas de patron. Vous êtes une équipe tous ensemble, exactement, vous avancez dans la même direction. On s'écoute. Parfois, c'est vrai que j'ai un peu la tête dure, mais je les écoute, quoi. Très bien. Et ils sont bien. Ah bah super. Alors comment les valeurs et les attentes des nouvelles générations justement influencent-elles les orientations de l'entrepreneuriat chez nous? Voilà, donc il faut savoir que la nouvelle génération, c'est une génération qui est complètement différente. C'est une génération qui est dans un contexte où tout va vite. C'est une génération qui a accès à la technologie et qui a accès beaucoup plus facilement au savoir. Donc c'est très important. Maintenant, le savoir, on le trouve partout. C'est une génération, comme je vous l'ai dit, où tout va vite. Donc c'est une génération qui a en fait finalement besoin d'être challengée quelque part. Et ça, c'est pour ça que l'entrepreneuriat s'impose par lui-même. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces dispositifs, tous ces encouragements, il va y avoir une nouvelle dynamique sociale. C'est-à-dire que cette génération qui était avant dans l'attente d'un emploi, qui était un peu frustrée, donc les jeunes sont frustrés, ils sentent qu'ils ont beaucoup à pardonner, beaucoup à faire, ils sont maintenant challengés. Ils sont en face de leurs responsabilités, ils sont encouragés à être innovants, à être dans la créativité, à aller vers le challenge. Et donc là, ça ne peut que faire du bien à la société. Un jeune comme ça, à qui on donne les moyens dès son cursus universitaire. Donc il y a des universités, comme vous l'avez si bien dit, les incubateurs. Je cite par exemple l'université Alger 2 en guise d'exemple. Et là, donc vraiment, c'est une nouvelle dynamique de la société. C'est très important. C'est une réflexion, c'est une nouvelle réflexion, c'est une nouvelle façon d'aborder le travail. Vous l'avez si bien dit, j'aime bien, vous avez dit, je ne fais pas le patron. Et ça, c'est bien. Donc voilà, c'est une nouvelle dynamique. Oui, on voit les choses autrement. On voit les choses autrement. Puis on a une génération qui est hyper connectée, qui voit un peu ce qui se passe à travers le monde. Et on a envie un tout petit peu, c'est-à-dire reprendre cette bouffée et l'installer ici en Algérie. Voilà. Exactement. Alors, Madame Bodomi, comment les facilitations accordées aux jeunes et aux universitaires ont évolué ces dernières années? C'est vrai que depuis la création du ministère, on va commencer par le ministère. Alors, déjà, la création de tout un ministère dédié aux startups, aux entreprises et aux jeunes en général, ça démontre la volonté de l'État à booster et à promouvoir ce secteur et aussi à dynamiser un peu le tissu économique du pays. Ces derniers temps, on a vu la création et l'émergence de plusieurs dispositifs, mis à part les dispositifs qu'on connaissait auparavant, Anad et Angèle, et aussi en matière de qualité. Donc les jeunes d'aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, avant les jeunes ou les gens en général, ils partaient à l'entrepreneuriat par substitution parce qu'ils ne trouvaient pas d'opportunités dans le marché du travail. Et au dernier recours, ils allaient à l'entrepreneuriat. Ou ils héritaient ça des parents aussi.
Dans les meilleurs des cas. Voilà. Dans les meilleurs des cas. Mais généralement, quand on va à l'entrepreneuriat parce qu'on ne trouvait pas d'emploi, d'autres solutions, c'est là où le drame. Généralement, c'est le drame parce que ces gens-là, on n'y va pas par passion, on y va par obligation en quelque sorte. Exactement. Il va par obligation, il va pas il n'est pas dévoué à ce métier-là. Et généralement, ça se finit par l'échec. Et d'où l'échec des dispositifs de l'État auparavant. Donc, on a constaté qu'en fait, l'entrepreneur n'était pas prêt à cette aventure. Et il ne savait pas de quoi il allait s'attendre en fait dans l'entrepreneuriat. Et actuellement, les dispositifs, en fait, ils sont venus juste pour encadrer une activité qui existe déjà. Oui. Donc, ça veut dire on trouve l'entrepreneur, c'est parce on a senti un besoin dans les freelanceurs, etc. Et aussi les startups, parce qu'il y avait les technologies qui avancent, le monde changeait autour de nous. Et donc, il fallait suivre avec ces jeunes-là et mettre quelque chose en concret et aider ces startups. Généralement, les startups, lorsqu'elles sont jeunes, elles sont fragiles, elles n'arrivent pas forcément à avancer rapidement. Et dans le monde entier, les startups aux premières 5 ans, et elles sont généralement déficitaires, donc il faut les aider dans cette période-là. Et donc les dispositifs de l'État, ils sont venus pour en fait soutenir et encadrer ce qu'ils font les jeunes en ce moment-là. Et on a constaté que à la fin, on se retrouve avec des projets vraiment intéressants, avec des jeunes très passionnés, investis, etc. Donc voilà, c'est ça le fruit un peu de mettre en place tous ces dispositifs. D'accord. Et vous avez un peu peur de l'échec ou pas? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous empêche de dormir, on va dire? Vous y pensez? Oui, pour être honnête, oui. Mais c'est-à-dire que plutôt, quand je pense à l'échec, j'essaie de penser aux solutions. C'est-à-dire, pourquoi l'échec? S'il y a l'échec, c'est que le chemin n'est pas bon. Et c'est-à-dire, il faut apprendre, il faut pouvoir renaître. C'est de se reposer sur ses lauriers. Exactement. Il faut pas se dire, oui, c'est bon, j'arrive, j'y suis, c'est bon. Effectivement. Il faut innover à chaque fois et tout à fait. Faire un plan d'action et pouvoir suivre, c'est-à-dire le courant, le vent, qu'il soit favorable, c'est de se tourner, de regarder, de se dire si on est dans le bon chemin, si c'est pas le cas, ce n'est pas grave, on revient, on essaie autrement, et puis voilà. Mais c'est normal qu'on a peur de l'échec. Le soutien des parents est important. Oui. De toute la famille, effectivement. Donc, c'est normal s'ils voient un tout petit peu leur fille inquiète ou un peu pensive. Parfois, voilà, il y a des sentiments qui reviennent. Mais il faut garder un peu son sang-froid. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend à le faire. D'accord. Oui. Les parents sont importants justement dans l'envol du petit poussin, voilà, on va dire ça comme ça, parce que pour les parents, la sécurité, c'est... Hein, ce que je dis, de petit oisillon. Voilà, exactement. Les parents sont souvent très inquiets et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est eux qui veulent plus voir un CDI dans une boîte étatique. Là, tu es tranquille, c'est la sécurité et tout ça. Donc, c'est pas toujours aussi évident de les convaincre. L'entourage, exactement. Voilà, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, convaincre. Donc, l'entourage social est très important. L'entourage peut être un moteur comme il peut être un frein. Donc, il faudrait justement dans la formation des jeunes, des entrepreneurs, jeunes et majeurs, de leur apprendre à communiquer, de leur apprendre un peu certaines compétences sociales, d'être patient avec leur entreprise et avec leur entourage aussi. Voilà, il faudrait être patient, il faut expliquer un peu aux parents, expliquer à la famille, un peu accepter un peu parfois cette vague de critiques qu'on peut recevoir et comprendre qu'on vient pas forcément on vient d'un contexte différent, d'une génération différente. Et la bonne nouvelle, c'est que généralement les parents, quand ils voient que leur enfant commence un peu à s'épanouir, ils voient quand même la chose porter ses fruits, ils finissent par adhérer. Voilà, ils finissent par adhérer. Il faut rester ouvert à la communication il faut faire confiance aussi. Et il faut faire confiance, exactement. Alors, en quoi votre expérience personnelle, à votre avis, reflète-t-elle la tendance actuelle en matière d'entrepreneuriat?
Je dirais c'est plutôt la persévérance. Voilà, la persévérance, c'est la constance et ne pas lâcher, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, se battre au quotidien et en fait suivre un tout petit peu ce feu, le laisser brûler en nous. Voilà. Et ça, c'est très important en fait pour dans la croissance de l'entreprise, quoi. D'accord. Alors, Madame Boudoumi, quels sont les principaux résultats ou succès que vous avez observés grâce à ces mesures? C'est la qualité des projets, c'est la qualité des entrepreneurs eux-mêmes, parce que là, en ce moment, on trouve des entrepreneurs qui sont très investis. Voilà, l'exemple est là, exactement. Donc, et aussi, les étudiants, en ce moment, à l'université, ils sont... Lorsqu'on se déplace à l'université, on voit que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont à fond dans l'entrepreneuriat, ils veulent créer quelque chose. Et on trouve cette dynamique dans les tissus économiques algériens. Donc il y a des petits métiers qui se créent, il y a des petites activités et c'est important et c'est énorme ce qu'on est en train de voir. Exactement. C'est-à-dire chacun peut porter une brique et c'est pour faire une Algérie qui est prospère et solide, quoi. Exactement. C'est un peu ça notre objectif et ça c'est très important. C'est là ce que je suis. C'est très diversifié comme métier. Oui. Effectivement. C'est une génération qui n'a plus peur, quoi. Aussi. Exactement, qui ose. Qui ose, et ça c'est très important. Ils ne sont pas dirigés comme on l'était avant. Donc on avait deux métiers, soit médecin, soit je ne sais pas. Avocat, exactement. Voilà. Mais là, les gens, ils ont vraiment il y a une diversité. Voilà. Il y a des idées. On ose se lancer dans des choses auxquelles on n'aurait pas pu penser avant. On n'aurait pas imaginé que cette spécialité aurait peut-être fait ses preuves aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on essaye. Et ça marche. Même si ça ne marche pas, on peut essayer autre chose. Oui, et généralement, ils sont là pour trouver une solution. C'est ce qui est magique. Et voilà, généralement, ils sont... ils arrivent avec des solutions. Donc auparavant, on était là, si le voisin a fait quelque chose et il a réussi, on va faire la même chose. Mais là, il a fait, je vais faire autrement et autre chose, et je m'inspire peut-être. Il pense à autre chose. Différemment. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants, ils rencontrent des problèmes ou des challenges durant leur vie estudiantine, et ils s'inspirent pour en faire une idée de start-up ou de petite entreprise. Très bien. Alors, quels sont les... Oui, oui, j'allais rebondir. Maintenant, on a la thèse entrepreneuriale, donc ça veut dire thèse master ou doctorat. On peut l'utiliser pour créer son entreprise. Oui. Très bien. Ça donne beaucoup d'idées, ça donne beaucoup d'occasions. Et puis, les étudiants bénéficient de formations durant leur cursus universitaire pour se préparer justement à cette thèse. Et là, je rebondis par rapport au côté social. Donc, dire à ses parents, voilà, il y a tout un État qui est en train de m'encourager, ils sont en train de me former et tout. Les parents, ils ne peuvent rien dire à ce moment-là. Quand l'État est avec nous, donc voilà, vous aussi, vous devez être avec nous. Alors, quels sont les impacts de cette tendance sur la structure même de notre société? Alors, il y a le bien-être sociétal, il y a le bien-être de la société. Donc, on voit par exemple, si on cite, je ne peux pas ne pas évoquer l'entrepreneuriat féminin. Donc, beaucoup de femmes, par exemple, dans les métiers de l'artisanat, des gâteaux, des chocolats, etc., beaucoup de femmes travaillaient sans couverture, comme vous l'avez dit. Donc là, les femmes travaillaient, mais elles n'avaient pas d'assurance, elles n'avaient rien du tout en fait, juste cette entrée d'argent. Et là, déjà pour une femme d'avoir son statut, d'avoir un statut à elle, alors qu'elle est à la maison, par exemple, elle travaille, elle peut faire son petit projet, déjà vraiment c'est un bien-être très important pour la femme, la famille, pour sa sécurité. On sait bien que la sécurité de la femme, c'est aussi la sécurité de la famille, c'est très important. Exactement. Et puis, il y a le fait, par exemple, pour beaucoup de femmes qui ne peuvent pas se déplacer, les opportunités, par exemple, sont très réduites. Là, elles peuvent travailler tranquillement, elles peuvent lancer leur projet entrepreneurial sans aucun souci. Donc là, c'est aussi, il y a une rentrée d'argent, il y a un bien-être et puis il y a la flexibilité. Parce que même si, pour un homme ou une femme, même si on travaille énormément, on travaille très dur, comme vous l'avez
si bien dit, mais il y a quand même la flexibilité. On peut se libérer pour les enfants si on veut, on peut se libérer pour aller suivre une formation si on veut. Donc ça ne peut que apporter un plus à la société. Exactement. On n'est pas là, ce n'est pas bien sûr une critique vers l'employabilité, mais franchement, quand on est employé, par exemple, si on est une maman, on pense à tout. Est-ce que je dois prendre l'autorisation pour sortir pour le vaccin de mon enfant, malade, je dois ceci, voilà. cela. Si je dois Mais avoir là, un enfant, il faudra faire des voilà, calculs il par faudrait rapport à un faire des congé, par rapport à pas mal de choses. Mais là, c'est vrai qu'il y a le challenge d'être face à ses responsabilités, d'être son propre patron, mais il y a vraiment ces avantages de la flexibilité. Donc c'est vraiment un bien-être pour la société. Exactement. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat ou plus d'hommes? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est plus les jeunes filles qui sont là à vouloir ou plutôt les jeunes hommes, ou c'est pareil? On va dire c'est équitable. Il n'y a pas une, mais il y a une évolution de l'entrepreneuriat féminin par rapport aux années précédentes. Donc on a vu une quand même amélioration de ce taux-là. Que ce soit équitable, c'est déjà énorme. Hein. Oui, Exactement. oui. Exactement. Donc Oui, les femmes se lancent plus maintenant et osent plus aujourd'hui. Et elles ont les Et moyens de le généralement, faire. les femmes, elles sont les plus résilientes et généralement, les projets dirigés par des femmes, c'est les projets les plus inspirants. Parce que la femme, déjà, elle est par nature, elle est patiente. Et puis, de par ses responsabilités familiales et tout, la femme a déjà des compétences qui vont l'aider dans l'entrepreneuriat. C'est la société qui l'a façonné, qui lui a donné, Voilà. on va dire, qui ne lui a pas facilité toujours la vie, on est bien ça, d'accord. justement, C'est ce qui voilà. l'a aidé justement à acquérir ses compétences. C'est exactement ça, parce que le fait d'être responsable d'une famille, d'assumer plusieurs rôles, de porter plusieurs casquettes ou plusieurs, là, pour l'entrepreneuriat, voilà, on comprend pourquoi elle est résiliente, pourquoi elle est patiente, etc. Et on vient de femmes guerrières aussi. Voilà, On est descendants de femmes exactement, guerrières. C'est voilà. très important de ne pas oublier nos grands-mères et puis nos Oui, histoires aussi. absolument. Je crois que c'est en nous. Exactement. Je ça pense que coule dans la nos femme veines. algérienne entrepreneur, elle honore bien Maintenant, son c'est juste passé. l'environnement prospère, Voilà. c'est-à-dire le cadre juridique qui permet que la Exactement. femme puisse se développer et voilà, et essayer quoi. Exactement. Et justement, essayez. Et si vous deviez passer un message aujourd'hui aux femmes, mais aux hommes aussi, qui voudraient se lancer, mais qui ont une petite réticence, ce serait quoi? Je dirais que cette réticence va grandir et qu'elle finira par se transformer en déception, en perte de confiance en soi. Mais alors que si faire l'inverse, essayer, c'est plutôt évoluer. D'accord. Et justement, vous, si vous deviez aujourd'hui encourager les jeunes à se lancer, vous les sensibiliser aussi, comment ils doivent s'y prendre et qu'ils peuvent oser, ce serait quoi le message que vous... Il faut qu'ils commencent à se rapprocher des institutions de l'État. Il n'y a plus de ce tabou avec l'État. Il y a maintenant les plateformes, on en a plein sur l'entrepreneuriat. Donc on a sur lana.dz, muqawil.dz, on a lancé pas mal de plateformes. Donc comme ça, ils peuvent avoir des informations sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il faut juste être osé et Alors, être dire là. en quelque sorte, prenez votre... Et si vous avez une idée, prenez-la, construisez-la, on est là pour vous soutenir, on sera là pour vous aider. Et puis, j'ai envie aussi de dire Hayayit quoi. On se Voilà. prend la main et le belou-bladna. Bah oui, exactement, Oui. c'est exactement ça. Il est possible avec tout ce qui se passe maintenant, avec toutes ces idées, cette force qui émerge de la jeunesse. Je pense que moi, personnellement, je ne suis que positive. Bah, il faut être positif. Exactement, il faut être positif. Et petit Sam ? Je dis à toute future entrepreneur, que ce soit homme ou femme, lancez-vous, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que vous allez être challengé, vous allez devoir faire preuve de patience, de résilience, mais en fin de compte, vous allez pouvoir gérer votre temps, vous allez être mieux équilibré, vous allez avoir une vie privée, familiale beaucoup plus harmonieuse. Donc, Exactement. Et l'âge ne peut pas être un frein. Non. Par rapport à l'âge, justement par rapport à toutes ces facilitations. Est-ce que l'âge est un frein aussi? Est-ce que c'est dirigé que vers les plus jeunes, les universitaires et les jeunes, ou une personne, on va dire,
À 45 ans, voilà, j'étais en boîte jusqu'à l'âge de 45 ans. 45 ans, bon, je décide maintenant d'ouvrir ma propre petite micro-entreprise ou autre. Je fais mon projet et je finis ma vie avec mon projet. Je me lance. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est l'âge légal pour travailler. Pour donc travailler, 18 ans. c'est pour ça que je vous dis Donc on 45 ans, commence à juste 18 avant la ans retraite. et jusqu'à la retraite et jusqu'à après la retraite même. Oui. Donc, il y a pas Même de l'entrepreneur, oui. Même après la retraite, on peut devenir Au entrepreneur. contraire, ça aide à rester dynamique. Donc, au contraire, même voilà, un âge avancé, on reste jeune. C'est pour la conversion, en Voilà, fait. exactement. Voilà. C'est pour ça que je dis 45 ans, parce que pour ceux qui sont à cet âge-là, ils ont été un petit peu obligés à s'orienter vers l'employabilité classique. Voilà. Donc du coup, il y a des personnes qui se réveillent aujourd'hui et qui se disent Oui. pourquoi pas moi? Pourquoi pas lancer ma propre boîte? J'ai une idée et je crois que ça ne s'est pas encore fait. Et donc, 45 ans, c'est très voilà. jeune. Oui, C'est c'est encore jeune. C'est jeune. Bon, on a encore combien? On a encore 15 ans pour les femmes, je crois, c'est ça. Avant la retraite, c'est 60-65 ans, donc on a encore le temps. Et Voilà. actuellement, on n'a plus la notion de retraite. En fait, et Voilà, les gens exactement. prennent leur retraite et après, ils se lancent continuent à vers travailler. l'entrepreneuriat. Donc, après 65 ans, il y a toute une vie. Là. Ben oui, Oui. il faut pas. C'est bien de le dire. Oui. Oui. Rien n'est jamais terminé. Il faut toujours continuer Exactement. et rester positif. On reste positif. On reste Ah oui, qu'on reste positif. Merci encore à vous toutes d'avoir Merci de nous avoir participé. reçus. Alors, Madame Louisa. Mademoiselle, je vous dis Madame depuis tout à l'heure. Exactement. J'ai envie de vous dire Mademoiselle. Ça me fait bizarre. Voilà, Louisa Louiskri, alors vous êtes entrepreneur d'une boîte de communication, de réalisation, vous êtes réalisateur aussi. Merci d'avoir participé, d'avoir Merci. témoigné. Merci. J'espère que vous avez donné envie aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de se lancer et de dire oui, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Parce qu'aussi, ils me donnent le courage à leur tour. Très bien, merci. Avec nous aussi, merci Ebtissam Bousri, sociologue et coach aussi. Toujours un plaisir de te recevoir. Exactement. Voilà. Sociologue et coach, oui. Oui. Et Madame Boudoumi Wissem, vous êtes conseillère au ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Merci pour tous ces éclairages, pour votre participation à l'émission aussi. Merci encore. Merci à vous. Tout de suite, on va passer à la deuxième partie de l'émission. C'est Samira Hadjama qui va nous parler des plateformes lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur, justement dans le cadre des facilitations dans l'entrepreneuriat aussi. Ce sera avec elle. Et juste après cette petite pause.
Je sais pas. C'est du step. Je pense que c'était du step. Oui. Voilà. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Oui, pas comme nous, malheureusement. Et place maintenant à la rubrique pêle-mêle avec Samira Hadjamar. Samira, Bonjour. comment tu vas? Oui, très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors l'entrepreneuriat, est-ce que ça te parle? Oui. Oui, ça te Oui, parle. bien sûr, ça me Est-ce que tu parle. voudrais te lancer justement? Parce qu'on en a parlé pendant tout le début de l'émission. Si vous voulez toujours nous appeler, on ne sait jamais si on a le temps de recevoir un appel ou si vous voulez justement témoigner, si vous avez envie. Le numéro il va s'afficher. Si on a le temps, oui, je pense qu'on pourrait avoir le temps. Le 021 23 98 91. 021 23 98 91. Donc, est-ce que tu aimerais te lancer dans... Oui, d'autant plus, je crois qu'aujourd'hui, on peut, même si on est fonctionnaire, on peut lancer un petit projet en parallèle. Des projets Voilà, on ensemble. peut même prendre une mise en dispo pendant une année pour pouvoir. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu aimerais, toi, ouvrir ta propre boîte? Oui, Ce serait bien dans sûr. quel domaine? Sur les médias et L'artisanat? la communication. Médias et communication? Mais dédié à la culture, bien sûr, et le La patrimoine. culture surtout. Oui. Voilà, Oui. la guerre de ma vie. Voilà. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a essayé d'encourager justement et de sensibiliser et d'informer pour justement parler de l'entrepreneuriat, que c'était toujours possible d'en faire, même à 45 ans, bien sûr avant la retraite, bien sûr, c'était toujours possible, que le ministère était là justement pour soutenir et faciliter tout cela, pour aider. Ministère, oui. Des startups, mais tous les secteurs en fait sont associés au ministère des startups et notamment le ministère de l'enseignement supérieur. Et cela, on va en parler justement Tout de suite. dans ta rubrique pêle-mêle. D'accord, il y a un jingle. Dans ta rubrique aujourd'hui, tu nous parles justement de plateformes lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est cela? Oui, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Deux récentes plateformes ont été lancées par ce ministère. Alors, ce sont d'excellentes initiatives. Pourquoi? Ça change radicalement la vie des étudiants. La première, c'est Inchiralati. Donc, mes préoccupations, si je dois traduire littéralement. Oui. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que ça règle tous les petits problèmes du quotidien des étudiants. Donc, c'est destiné d'abord à 440 000 étudiants, donc universitaires. C'est-à-dire que quand ils veulent s'inscrire, pour la question d'hébergement, pour la question de transport, pour tout, il y a même une autre application qui s'appelle MyBus, donc qui permet de réguler. D'abord, c'est un gain pour le ministère de l'Enseignement parce qu'il arrive à gérer son parc de transport, les bus. Oui. Et en plus pour l'étudiant. Donc on sait combien il n'y a plus des histoires de cartes. Tout est, je veux dire, numérisé. Voilà. Et ce qui a changé aussi, c'est que pour les bourses, il y a Minhati. Oui. Voilà. Donc ça aide pour la régulation des... Ça facilite la vie aux universitaires. Exactement. Aussi. Tout est fait pour en fait faciliter, simplifier la vie aux étudiants, pour l'inscription, pour demander une chambre en fait, pour la restauration. Du point de vue restauration aussi, ils ont fait énormément d'économies. Je vais ramener les chiffres, puisque ils ont installé dans les plus de 400 résidences, un accès, on va dire, numérique. Voilà. Donc, le nombre de repas ont diminué. C'est passé de 400 à 500 au lieu de 780 000 Il y a moins de gaspillage, du coup. Oui, beaucoup moins. Et une économie, c'est l'économie qui a été réalisée. Et une autre plateforme. Avant de passer à l'autre plateforme, la deuxième plateforme qui est importante aussi, qui concerne. Justement, pour s'inscrire à cette plateforme Inchiralati, dès qu'on a le bac, on peut s'y inscrire. Donc automatiquement, il faut être inscrit à la faculté ou comment ça se passe en général? C'est systématique, je pense. Quand on est orienté vers une filière, donc on sait quelle université à laquelle on va accéder. Donc c'est une fois à l'université qu'on pourra s'inscrire à cette plateforme. Pour ceux qui sont hors wilaya, ils sont obligés de s'y prendre bien avant la rentrée universitaire. D'accord. Voilà. Donc, mais le ministère de l'Enseignement, tout comme le ministère de l'Éducation, communique régulièrement. Hein. Ça passe par les médias, ça passe par nous, ça passe par les journaux, radio. Voilà. Et sur leur site, il y a des applications qui existent. Les étudiants systématiquement s'intéressent, surtout la première année. Hein. Ils sont tellement anxieux. Oui, la première année, c'est l'année où waouh, c'est bon, je deviens adulte, c'est bon, je ne suis plus à l'école. Parce que même au lycée, on se considère toujours comme enfant en quelque sorte, adolescent. Et puis
puis l'université, c'est bon, je me lance dans la vie. Et le soutien avec les plateformes, c'est vrai que ça peut aider et rassurer les jeunes universitaires. Absolument, c'est un accompagnement, mais pas que les étudiants, ça aide aussi les enseignants, ça aide les travailleurs de l'enseignement supérieur. Tout est numérisé, donc c'est une révolution. En tout cas, elle est en cours. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé, je crois, 54 plateformes pour gérer, réguler, simplifier, surtout simplifier la vie du personnel, des étudiants et des enseignants. La deuxième plateforme qui est très intéressante et qui est vraiment révolutionnaire, c'est le fait qu'avant, il y a quelques années encore, la plupart des étudiants, pour ne pas dire 99% d'entre eux, lorsqu'ils terminaient leur cursus universitaire, cherchaient un emploi, ils cherchaient à travailler chez quelqu'un. Oui. Donc devenir fonctionnaire, employé, aller dans le privé ou chez l'État. C'est le ministre qui présente, l'application, les deux applications. Voilà. Ce qui a changé ces dernières années, c'est vraiment révolutionnaire, c'est que les étudiants pensent à monter leur propre entreprise, leur propre start-up, leur propre boîte. Et il y a eu ce lancement de la plateforme Hadana, Raqmiya, en français, simplement incubateur numérique. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte aux étudiants le fait déjà qu'ils apprennent à travailler en équipe. On leur apprend à faire de l'expertise, à essayer de trouver des financements. On leur apprend tout simplement à devenir entrepreneur. À donner vie à l'idée qu'ils ont eue. Parce que le principe, c'est qu'ils aient une idée, qu'ils soient porteurs d'un projet et que ça soit comme un laboratoire, en fait, un incubateur où plusieurs, ils sont à plusieurs et donc ils réfléchissent à des solutions. Souvent, les gens s'associent. Les étudiants sont par deux ou par trois ou en groupe et ils décident de monter une boîte à la fin de leurs études. Et cet incubateur va permettre en tout cas, d'ouvrir beaucoup plus de perspectives, d'envisager autrement. Toujours est-il que quand ils finissent leurs études, ils sont encore très jeunes. Oui. Donc ils peuvent, même si ça ne marche pas, ils peuvent essayer jusqu'à trouver le bon créneau. Et sinon, la fonctionnaire. Mais l'idée, c'est de devenir son propre patron. Voilà. Et Hadana, justement, on peut s'y inscrire une fois arrivé à l'université. Hors université, si je ne fais pas c'est un incubateur à l'université. C'est pas une plateforme. Bien sûr. Il est dédié aux étudiants, 440 000, si je ne me trompe pas, 440 000 si tu as des chiffres, étudiants. Justement. Il faudrait que je les retrouve. Voilà. Donc non, c'est 440 000 étudiants qui sont touchés par ces deux plateformes. Mais je pense que c'est un chiffre qui va augmenter. Chaque année, on a plus de bacheliers, plus d'inscrits à l'école. Ça aide à lancer sa propre entreprise, sa micro-entreprise, sa start-up. Ça assiste un peu ces universitaires où tu as dit qu'ils finissent jeunes, même si ils ratent en quelque sorte, ils peuvent toujours se corriger. On espère qu'ils ne ratent pas, d'autant plus que l'État a mis en place des mécanismes. Il y a le ministère des start-up, il y a des fonds d'aide pour la création. Il y a d'autres incubateurs aussi à l'extérieur, mais l'idée c'est que déjà à la fac, ils sont formés à partir d'une idée à concrétiser un projet. C'est des passionnés, c'est leur créneau, quoi. Voilà. En tout cas, c'est un très bon accompagnement. D'accord. Voilà, il suffit pas c'est pas simplement des cours qui sont dispensés avec à la fin un diplôme et puis ils sortent et ils savent pas trop quoi en faire ou ils font une recherche. Ils sont placés dans le bain. On a presque l'impression qu'ils travaillent. Ils sont dans le milieu professionnel ou du moins tout est fait pour qu'ils s'y habituent, qu'ils découvrent ce monde avant la fin de leurs études. Voilà. Exactement. Et ça donne envie, tout ça justement, ça donne envie à la jeune génération, déjà que la jeune génération est déjà imprégnée de cette idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas attendre de trouver une place, un CDI dans une boîte étatique bien précise pour avoir la sécurité. Ils osent prendre des risques justement et c'est tout à leur honneur et c'est très bien justement. Et il faut continuer à essayer d'innover et oser et à essayer de faire. Alors, ce qui est remarquable depuis ces dernières années, c'est que même les gens qui travaillent qui sont proches de la retraite, font une reconversion professionnelle et osent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que ça te parlera? Enfin, est-ce que ça te la retraite dit pour moi, mais oui, mais non, mais c'est dans ce sens-là. Madame, la retraite, puis on peut se dire, allez, pourquoi pas
On s'associe, on va faire une petite micro-entreprise, une Oui, start-up. une start-up. Le ministère est là justement pour aider. Il n'y a pas une limite d'âge, Non. ce qui est très bien. La limite d'âge, c'est l'âge de la retraite. Donc on peut toujours se lancer dans l'entrepreneuriat à n'importe quel âge. Ce qui est À bien. n'importe quel âge. Et il y a des mécanismes comme ce qu'il y avait avant l'ANSEJ, maintenant ça s'appelle l'ANAD. Oui. Il y a plein de l'ANGEM pour les personnes qui ont, je crois, à partir de 50 ans. Il y a beaucoup de mécanismes qui permettent des aux gens, facilitations qui permettent. ils ont un accompagnement financier, ou ne serait-ce que on leur achète le matériel qu'il faut, voilà, à condition d'avoir un projet viable. Il y a des Viable, critères, exactement. bien sûr, et pouvoir remplir ces critères. Maintenant, cette idée de Hadan al-Raqmiya, donc l'incubateur numérique, c'est qu'on leur apprend à faire une expertise pour voir si leur produit sera commercial, enfin qu'il va être rentable ou pas, si ça peut marcher ou pas. si c'est un Voilà. créneau aussi Lucratif ou pas. Voilà, si c'est porteur, sinon Parce qu'il ne suffit pas de se lancer directement, il faut faire une étude avant, il faut savoir dans quoi on se lance. Et si l'idée, le c'est de marché faire un demande. business plan. Voilà, un business plan, tout exactement. en envisageant tous les risques, surtout les risques et toutes les probabilités en fait que le projet réussisse peut-être sur une année ou deux. Mais l'idée c'est d'avoir cet accompagnement, de pouvoir pour remplir c'est-à-dire pour concevoir son business plan, c'est pas évident parce que c'est tout un travail qui se fait. C'est une expertise, c'est une analyse d'abord du marché, du créneau, du produit qui va être commercialisé, ou même je veux dire, on peut apporter son expertise. Une start-up apporte son expertise aussi, il y a des créneaux comme ça. Et cet incubateur, comme tous les incubateurs qui existent en Algérie, apporte ce bénéfice aux jeunes qui n'ont aucune expérience encore professionnelle. Alors, où est-ce qu'on trouve les plateformes? Ministère de l'enseignement Sur la supérieur. page du ministère, tout c'est le nouveau, site officiel. Voilà. Voilà. Elles ont été lancées il y a quelques mois. Le ministre les a lancées le 26 mars dernier. Voilà. Très bien. Merci, Samira. Oui. À quand notre Avec entreprise? plaisir. Ma famille, ma vie en entreprise, Sur le ça serait pas patrimoine, mal, non? oui, un site internet dédié au patrimoine culturel. Bien sûr, algérien. Il en faut des milliers, monsieur. Ouais, exactement. Ça serait bien. Tant le patrimoine algérien est en train de le célébrer justement cette année, maintenant, cette période, depuis Tu vas le nous en 18 parler avril. aussi la semaine prochaine. Inch'Allah, en avec principe, tu l'as déjà plaisir. prévu, oui. Donc c'est riche Oui. et il y a énormément d'opportunités de création de start-up dans le domaine du patrimoine. D'accord. Dans tous les domaines, mais surtout le patrimoine, Très bien. Merci, pour sa Samira. préservation et sa protection. Merci, Samira. Merci, On se retrouve dès lundi. Inch'Allah. Voilà, en Bon direct. week-end à tous. Bon week-end à toi. Bon week-end à vous aussi. On se retrouve dès lundi à 10h30 en direct sur votre chaîne, bien sûr, Canal Algérie. J'espère votre chaîne préférée, votre émission préférée, pourquoi pas. Donc passez un bon week-end et à lundi. Au revoir. Inch'Allah.